Vous voyez, on est quand même organisé chez Diobas, c'est qu'on a deux micros en même temps. C'est que tout le monde n'a pas toujours. Hein. Oui, il y en a un, celui-là parle en flamand après. L'idée que nous avions ces temps-ci, c'est de dire, mais nous faisons beaucoup de travail et nous devrions mieux communiquer. Et donc, mieux essayer de voir si ce qui est fait sur le terrain du Congo, du Burkina Faso, pourrait trouver un peu plus de largeur parmi les amis qui sont en Afrique, qui sont ici en Europe. Bon, mais moi je ne pourrais pas en tout cas démarrer ce petit exposé sans d'abord rendre hommage à ceux qui ont été les précurseurs de la recherche-action paysanne. Et chez Diobas, généralement, on démarre ça en 1987 dans la vallée du Diobas, d'où le nom d'ailleurs de Diobas, j'y reviendrai. Et voilà, il faut saluer, je crois, Hugues Duprier et puis les autres personnes de ENDA à l'époque et autres qui ont travaillé sur ça, parce que c'était une intuition quand même formidable de dire, eh bien, on va mettre ensemble des paysans et des techniciens, des chercheurs, pour réfléchir ensemble et pour créer du savoir ensemble. Puisque jusque-là, et encore maintenant, bien souvent, le savoir des techniciens a une espèce de suprématie sur le savoir des paysans, et le mélange ne se fait pas souvent, ou en tout cas pas toujours de manière très très harmonieuse, quoi. Et donc en 1987, avec cette intuition-là, et avec différentes associations, ils ont décidé de rassembler des techniciens et des paysans ensemble en un seul atelier, et de visiter les terroirs, et de les analyser, et de voir où sont les problèmes, et de réfléchir, paysans et techniciens ensemble, sur des pistes de solutions qui pouvaient être mises en œuvre pour répondre aux différentes problématiques. Et sur cette base-là, ont été identifiés quelques premiers principes méthodologiques de ce qui deviendra ensuite la recherche-action paysanne. Après, il y a eu une dizaine d'années où les ateliers se sont multipliés, au Burkina Faso, au Sénégal, au Tchad, au Cameroun, etc., etc. Et ça a permis deux choses au moins. D'une part, et au Congo aussi, il ne faut pas oublier, principalement au Kivu, ça a permis deux choses. Au moins la création de deux plateformes, ce qu'on appelle les plateformes Diobas, une au Kivu et une autre au Burkina Faso. Donc plateforme Diobas, ça veut dire des plateformes d'organisation paysanne qui se mettent ensemble et qui développent ensemble des programmes de recherche, mais pas n'importe quelle recherche, de recherche paysanne. Paysans, mais aussi des techniciens qui viennent rejoindre ces paysans que pour les épauler dans des recherches, amener des savoirs scientifiques et métisser ces savoirs ensemble. Deuxième effet de ces nombreux ateliers, je crois, c'est Hugues Duprier qui a vraiment travaillé avec les équipes sur le terrain et qui nous a livré un ouvrage qui, moi, reste quand même remarquable, c'est École au champ, et vous l'avez là sur la table, et qui est un petit peu notre Bible, nous, en tant qu'agronomes attachés à la recherche-action paysanne, puisqu'il relate là toute une histoire depuis les années 80 à travers différents ateliers, différentes situations qu'on a rencontrées, et finalement décortique tout ça en principe d'action, en principe méthodologique qu'on applique encore aujourd'hui sur le terrain. Et pendant ce temps, les deux plateformes se développaient au Burkina Faso et au Kivu, jusqu'à un moment donné arriver à un degré d'autonomie et se développer elles-mêmes et prendre leur propre statut d'association congolaise au Kivu et burkinabé au Burkina. D'autres associations continuent à travailler avec les principes, que ce soit ENDAPRONAT, que ce soit au niveau de SENADEP au Congo, que ce soit le Sahel aussi, l'IRPAD au Mali, etc. Et tout ce petit bonhomme ont fait leur chemin. Et l'association internationale, elle, venait surtout en appui aux deux plateformes, appui méthodologique, appui technique, et aussi parfois appui administratif pour créer des projets, développer des projets, etc. Jusqu'à un moment donné où, voilà, le chemin faisant, les associations avaient leur autonomie, les bailleurs de fonds aussi nous ont fait comprendre que on n'avait pas besoin d'être toujours derrière les associations du Sud que pour les épauler. Et donc Diobas a demandé une reconnaissance d'ONG au niveau de la DGD. Alors pour nous, c'était un nouveau métier, c'était quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on ne pouvait plus seulement faire notre métier d'appui méthodologique, il fallait aussi commencer à développer des projets et chercher des financements que pour permettre à nos partenaires, et principalement la plateforme du Kivu et la plateforme du Burkina Faso, de continuer à développer leurs activités, quoi. La recherche-action pour la recherche-action, c'est bien, mais il faudrait quand même pouvoir avoir des fils conducteurs. On ne fait pas de la recherche-action tout juste pour dire qu'on cherche des solutions aux problèmes des paysans. Qu'est-ce qu'on cherche effectivement? Quelle est notre vision? Et donc récemment, on s'est vraiment penché sur cette question et on s'est dit, en fait,
La recherche-action paysanne, il y a derrière ça la construction de connaissances, la construction de savoir, mais il y a aussi derrière ça un projet sociopolitique de renforcement des organisations de base, de renforcement de la démocratie. Et donc, il faut pouvoir expliquer ça à notre environnement, à nos bailleurs de fonds, mais aussi avoir une communication claire sur ce plan-là. Et donc, on a dit, mais en fait, Diobas, on a toujours travaillé, c'est le vocable qu'on utiliserait aujourd'hui, on a toujours travaillé sur la bonne gouvernance. C'était vraiment, en fait, une évidence. C'est la bonne gouvernance, déclinée en 3 axes. La bonne gouvernance politique, en quelque sorte, qu'elle soit en interne aux associations, donc renforcement des associations pour qu'elles puissent bien travailler, qu'elles puissent suivre leur programme, qu'elles puissent vérifier que tiens, il n'y a pas de l'argent qui file à gauche ou qui file à droite, et de voir toujours qu'on avance et qu'on est sur le bon chemin, mais aussi la bonne gouvernance politique par rapport à l'environnement. Et donc ça veut dire renforcer les associations ou les organisations de base dans le contrôle de ce que font leurs mandataires au niveau politique, que ce soit au niveau local, au niveau provincial ou voire même national. Deuxième axe de cette bonne gouvernance, c'est la bonne gouvernance des savoirs. Ben là, vous l'avez compris, on est dans la construction des savoirs. Qu'est-ce qu'on entend par rapport à ça? Ben, c'est de dire que toute personne a le droit d'apprendre et a le droit de développer ses propres connaissances et d'utiliser les connaissances dont elle dispose et de les métisser. Et pas uniquement de subir des connaissances qui viennent d'ailleurs. Le plus classique, ce serait les semences améliorées ou les OGM, où on arrive avec des paquets technologiques. Ben tiens, vous faites ça et ça ira tout de suite mieux dans votre vie. Oui. Sauf qu'on n'a pas toujours bien réfléchi en termes sociaux, en termes économiques, même en termes environnementaux, les conséquences de ce qu'on va proposer. Et donc, pour nous, la bonne gouvernance des savoirs, ça commence par pouvoir d'abord confronter les savoirs et pouvoir dire, mais tiens, oui, ça peut être intéressant, mais laissez-moi un petit peu tester ça, ou bien si je mélangeais ça avec mes propres savoirs, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et enfin, troisième axe de cette bonne gouvernance, c'est la bonne gouvernance des ressources naturelles. Ben oui, les ressources naturelles, je crois que tant pour nous au nord que pour les populations du sud, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est fini, et donc il faut pouvoir en prendre soin. Et quand on prend le domaine foncier, par exemple, alors bien sûr, il y a les lois qui vont être prises au niveau national ou au niveau provincial, qui vont avoir une grande influence, mais d'abord, ça va se passer dans la collectivité. C'est très clair que si on n'a pas associé les chefs fonciers, les chefs coutumiers et les mandataires politiques, vous n'arriverez à rien. Qu'est-ce qu'on remarque comme effet, comme impact de la recherche-action? C'est d'abord, bien sûr, une production de savoir, que ce soit des savoirs techniques ou en termes opérationnels. Et ça, c'est important déjà de voir que ces associations prennent beaucoup plus de force, beaucoup plus d'élan à partir du moment où elles réfléchissent sur des choses qu'elles ont définies elles-mêmes et qui a un impact direct dans leur quotidien. Mais aussi, il y a un effet très très important sur la personne elle-même, dans la mesure où elle prend conscience qu'elle-même, elle a des savoirs. Et donc, elle prend confiance en elle-même aussi. Et en ayant conscience de ses savoirs et confiance en elle, elle va beaucoup plus à la rencontre de l'autre, et en particulier du monde de décision, du monde politique ou du monde scientifique, et permet d'entamer un dialogue et de pouvoir rentrer vraiment en relation, et pas simplement d'entendre ce qu'on lui dit de faire, quoi. Donc ça, c'est vraiment très très important. Malgré les énormes investissements qui ont été faits depuis longtemps, on a l'impression que les choses n'avancent pas, que l'homme n'a pas suffisamment de conscience en lui pour se mettre debout, pour prendre son destin en main. C'est comme si l'homme avait été abîmé, comme s'il avait été détruit. Je sais que dans toutes les cultures, on est plus ou moins abîmé, mais je pense qu'il y a des contextes dans lesquels c'est plus grave. Je crois que quand on a été pendant des siècles vendu comme des objets, je crois que ça laisse des traces sur le psychisme. Et puis quand pendant au moins un siècle, on a été colonisé, on a été nié, on a perdu son nom, on a perdu sa culture, on a perdu... on a appris à penser que l'autre était meilleur, qu'il fallait lui ressembler. On a appris à se nier soi-même. C'est déjà pas mal que quelqu'un m'insulte. Mais quand on arrive à s'insulter soi-même, à trouver que il faut être l'autre, il faut sortir de soi, il faut s'absenter, s'abstraire de soi-même, eh bien là, il y a un problème très grave, je pense, sur lequel il faut se pencher si on veut que les choses se passent autrement, si on veut que les gens arrivent à imaginer le développement qu'il leur faut. Et ça prendra beaucoup de temps. J'entends beaucoup, surtout en Flandre où j'ai travaillé, j'entends beaucoup dire, voilà, on a construit des écoles, on a construit des routes et des hôpitaux, et ils ont tout cassé.
Mais on ne se préoccupe pas des dégâts qui ont été faits sur la personne, qui est l'acteur, qui doit construire, Eh bien, il s'agit de reconstruire cette personne, de lui redonner la confiance, de l'aider à se mettre debout et à occuper sa place légitime parmi les humains. Et ensuite, bien sûr, cette confiance-là et le fait de développer des choses qui intéressent directement, et pas forcément dans le sens du projet, mais qui intéressent directement les populations, renforcent les organisations elles-mêmes et donc leur permettent, elles aussi, d'être plus fortes au niveau du terrain. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, moi qui ai eu quand même pas mal d'expérience en coopération au développement, qui s'est un peu perdu sur les 10-15 dernières années. Quand j'étais jeune agronome, on faisait des banques à céréales, mais c'était juste, finalement, l'objet du projet. Et l'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir renforcer, justement, l'organisation paysanne à travers la banque à céréales. Aujourd'hui, moi j'entends, on fait la banque à céréales, c'est pour assurer un minimum de sécurité alimentaire. On ne parle plus de dynamique paysanne, on ne parle plus de dynamique au niveau des communautés. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment, pour moi, une perte inestimable. Maintenant, je ne veux pas faire le jugement de ce que font les autres ou pas, mais on ne travaille plus assez, justement, sur le renforcement des organisations et des personnes, en travaillant avec elles sur ce qui les intéresse directement. Et on est vraiment dans du projet à court terme, avec des objectifs, des indicateurs objectivement vérifiables, etc., etc. Et ça, moi, je trouve un petit peu vraiment regrettable. Et ça, c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. Et on veut vraiment travailler beaucoup plus sur les dynamiques et sur le savoir. Et évidemment, c'est très difficile de convaincre alors des bailleurs de fonds en disant ben, « nous, on fait de la recherche-action, et vous avez trouvé quoi ?» Ben, on ne sait pas encore, puisqu'on va chercher. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'aussi on doit être plus fin dans la définition de nos indicateurs, et là on commence quand même à avoir une certaine expérience, et là si vous voyez notre rapport d'activité 2012, ben, au Burkina Faso ils en sont à avoir trouvé 310 innovations paysannes. Maintenant, innovation, il faut voir ce qu'on met au terme innovation. Ce n'est pas forcément quelque chose qui a été inventé, qui n'existe nulle part ailleurs. C'est parfois quelque chose qui a été réapproprié, repris, redéveloppé et utilisé. Et ceci pour 18 000 utilisateurs. Et donc, voilà, moi je dis ça, c'est quand même déjà un résultat. Et ça veut dire qu'il y a là, quelque part, une force plus importante que la simple vulgarisation, où on dit, ben voilà, il faut semer en ligne, ou il faut utiliser tel engrais, etc. Parce que les gens vont le faire de bouche à oreille et vont pouvoir transmettre eux-mêmes, de pair à pair, leur savoir. Chez Diobas, on a un principe qui est celui de la concrétude. On ne parle pas de choses avec le monde paysan sans être concret. Et le cas du marais est significatif. Parce que c'est un marais. Vous voyez un marais, c'est un peu du poto-poto là, et puis on ne sait pas ce qui pousse dedans. Et puis le marais, à un moment donné, ils ont vu à Nyangezi, c'est Nyangezi, je ne me trompe pas, à Nyangezi, ils ont dit, on réunit les chefs coutumiers, les pouvoirs, les techniciens, les techniciens de l'université, des chercheurs, les femmes, les hommes, etc. Et ils sont parvenus à déterminer concrètement sur le marais, et pas dans les universités, concrètement sur le marais, comment aménager le marais, gérer l'eau, mais aussi comment faire de nouvelles cultures. Vous savez, en Afrique, quand il y a de l'eau quelque part, on dit qu'il faut faire du riz, hein, l'influence des Chinois et puis des Français, enfin aussi. Hein. Il y a de l'eau, on fait du riz. Eh bien là, non, ils ont mis dans le marais, c'est plus les cultures, il y a du riz, il y a du sorgho, il y a des haricots, il y a des patates douces. Je me trompe ou bien j'en oublie? Ils ont même utilisé une partie en disant ça on réserve pour la briqueterie. En plus, il y a la briqueterie. Donc, il y a une gestion, là, c'est ça la gouvernance dont Hugues parlait, je crois, et c'est fondamental pour nous.